Alors, de quoi va-t-on bien pouvoir parler aujourd'hui? Ça me paraît un petit peu évident. L'Union soviétique, plus précisément deux dates. Le 25 décembre 1979 et le 25 décembre 1991. Qu'est-ce que ces deux dates évoquent pour vous? Je vais vous le dire. Et comme on est en russe, on dit Na zdrowie, tovarychi. Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Bayon Taillefer, forgeron médiéviste et historien à ses heures ou le contraire. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne d'histoire militaire. Surtout n'hésitez pas, abonnez-vous, soutenez-moi, soutenez mes efforts. Parce que sachez que chaque vidéo représente énormément de travail. Est-ce que comme moi, vous avez vécu le bon temps de la guerre froide? Cette période des années 70 et 80, quand on se disait que peut-être qu'on verrait arriver les troupes aéroportées soviétiques au-dessus des vertes campagnes françaises. Parfois on se disait, peut-être qu'ils vont la déclencher. Mais quoi donc? La Troisième Guerre mondiale, l'apocalypse atomique, avec plein de petits champignons atomiques partout, sur les villes. Ils ne l'ont pas fait, Dieu soit loué. Alors, pourquoi ces deux dates? Staline disait, le pape, combien a-t-il de divisions? Et ce qui est très drôle, c'est que ces deux fêtes de Noël, de 1979 et 1991, marquent chacune d'elles la fin du communisme et de l'URSS. À présent, la deuxième date, le 25 décembre 1991. C'est très simple, c'est la fin de l'Union soviétique. Mikhaïl Gorbatchev démissionne de son poste de président de l'URSS et donne les pleins pouvoirs ainsi que les codes nucléaires au président de la Russie, Boris Yeltsin. Comme vous le savez, après la révolution bolchevique de 1917, avec Lénine et Trotsky, qui ont mis fin au régime des tsars, l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, SSSR en russe, que l'on écrit en écriture cyrillique CCCP, en réalité il faut dire SSSR. Union des républiques socialistes soviétiques. Elle naît le 30 décembre 1920. À partir de ce moment, il y a un antagonisme entre les deux grands empires terriens, l'empire russe communiste et l'empire américain, la thalassocratie américaine. Et l'on se dit que la partie va peut-être se jouer en Europe. En Europe, entre la RFA et la France. Tous les états-majors ne craignent qu'une chose, c'est que les 50 000 chars de l'Union soviétique, aidés par leurs voisins du pacte de Varsovie, déferlent sur les plaines allemandes et ensuite en Alsace-Lorraine. Alors, toutes les armées européennes seraient extrêmement vite vaincues. Armée européenne qui, je vous le signale, à l'époque, avait quand même du potentiel. L'armée française, en 1988, c'est 2200 chars de combat. L'armée allemande, c'est entre 4500 et 5000. Même les Belges en ont quasiment plus de 500. Aujourd'hui, la plus grande armée de terre européenne, c'est l'armée française, avec simplement 400 chars de combat. Le point culminant de cette guerre froide, c'est évidemment l'épisode de la crise des missiles de Cuba, en octobre 1962. J'y reviendrai. À ce moment-là, le monde est passé très près de la guerre atomique. L'horloge atomique était à minuit moins 2. Heureusement, le président russe Nikita Khrouchtchev et le président américain John Kennedy ont réussi à maintenir la paix. Dieu soit loué. Et on en arrive aux années 1970, avec le fameux Léonid Brejnev. Son règne dure de 1964 à 1980. Il est remplacé par un réformateur qui s'appelle Yuri Andropov. Malheureusement, cet homme a déjà 68 ans. Il ne durera que 2 ans. Il meurt en 1984. En 1984, il est remplacé par Konstantin Tchernenko, un apparatchik qui fait partie des plus orthodoxes et conservateurs possibles du Parti communiste russe. Heureusement, il ne durera qu'à peine 1 an. En 1985, il meurt. Alors apparaît Mikhaïl Gorbatchev. Et pour Mikhaïl Gorbatchev, le bilan est simple. L'URSS va à sa propre destruction. Pourquoi? Pour 2 éléments. D'abord, les Américains ont réussi à intoxiquer les Russes avec la fameuse guerre des étoiles.
C'est quoi la guerre des étoiles? C'est le pseudo-programme spatial militaire que les Américains ont lancé sous l'égide du président Ronald Reagan. Et comme il y a une course aux armements entre les deux grands ennemis, les Russes vont tout faire pour rattraper leur retard sur les Américains. Alors que le budget militaire des Américains représente 8% du PIB dans les années 80, celui des Soviétiques peut monter jusqu'à 20% du PIB. Alors évidemment, la situation n'est pas tenable. Ensuite, autre problème. Staline avait dit le pape combien de divisions? Eh bien justement, le pape, c'est Karol Wojtyła, que l'on va appeler Jean-Paul II, et qui sera canonisé. Ce pape qui est polonais, donc qui déteste les Russes et encore plus les communistes, va tout faire pour mener un combat de soft power dans le monde entier, en Europe et dans les pays de l'Est, pour miner le pouvoir des communistes. Et il va y parvenir. Enfin, ce qui a vraiment joué contre les Russes, c'est évidemment la guerre en Afghanistan, j'en ai parlé, et le collectivisme économique russe. Le collectivisme induit production et consommation de masse, avec un système industriel extrêmement lourd qui ne peut pas se rénover, qui ne peut pas évoluer, qui reste coincé sur les années 50. Cela va empêcher les Russes d'accéder aux nouvelles technologies telles que l'informatique, que vont maîtriser Américains et Europe de l'Ouest. À partir de ce moment-là, tout l'appareil économique soviétique se grippe. Il y aura des pénuries alimentaires, des pénuries de vêtements, des pénuries de tout. Les queues vont être énormes devant les magasins de Moscou et des autres villes russes. Le peuple n'a plus confiance dans le parti communiste. Alors, Mikhaïl Gorbatchev, à partir de 1985, va lancer une politique en 3 éléments. Premièrement, la perestroïka, que l'on appelle la reconstruction. C'est-à-dire qu'il va essayer de rénover tout le système économique et social de l'URSS. Malheureusement, c'est trop tard. D'autant plus qu'il a des éléments orthodoxes du Parti communiste qui s'opposent à cette politique de rénovation. Deuxième point, la Glasnost, qui signifie à peu près la transparence. C'est-à-dire qu'on va donner une certaine liberté d'expression au peuple et aux journaux. Cela, c'est pour maintenir une pression sur les anciens apparatchiks qui refusent la perestroïka. Troisième élément, et là l'URSS n'a pas le choix, c'est le désarmement. L'URSS ne peut plus continuer sa course aux armements. Donc Gorbatchev préfère négocier avec les Américains pour en terminer avec ces investissements monstres dans l'appareil militaire russe. Malheureusement, tout cela ne servira à rien. 1989, le mur de Berlin s'écroule. Les anciens frères de l'Europe de l'Est vont quitter un à un le communisme. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de répression venant des Russes, comme ce fut le cas à Budapest en 1956 et à Prague en 1968. Gorbatchev va laisser faire. Et la Russie, l'URSS, va suivre. En août 1991, Boris Eltsine, le grand adversaire politique de Gorbatchev, est élu président de la République socialiste de Russie, qui devient la République fédérative de Russie. Les éléments conservateurs du Parti communiste et les éléments nationalistes d'extrême droite russe vont s'allier, on va appeler ça les rouges-bruns, pour monter un putsch militaire, pour prendre les institutions de la fédération russe qui est en train de naître. Eltsine va résister avec l'appui du peuple. L'assaut par l'armée ne sera pas donné. Le coup d'État va durer 3 jours. Et à partir de ce moment-là, c'en est fini de l'URSS. Les républiques socialistes soviétiques demandent leur autonomie les unes après les autres. Et en décembre, un grand congrès a lieu qui met fin au Parti communiste russe. Gorbatchev va donc démissionner le 25 décembre. Et le 26 décembre, le Soviet suprême va proclamer la disparition de l'URSS et va s'autodissoudre. L'URSS n'existe plus. Elle va être remplacée par la CEI, la Communauté des États indépendants, et la Russie deviendra la Fédération de Russie. Alors vous allez me dire, mais c'est merveilleux, le communisme a cessé d'exister. Les goulags, l'archipel du goulag, comme le disait Solzhenitsyn, la répression,
le manque de liberté. On peut enfin s'exprimer. La Russie va revivre. Problème. Alors que Gorbatchev a accepté de faire disparaître l'URSS et le péril communiste de façon douce, les Américains avaient promis certaines choses. Premièrement, il devait y avoir une espèce de plan Marshall pour aider l'appareil économique russe à ressusciter. Et deuxièmement, le pacte de Varsovie ayant été dissous, Gorbatchev avait demandé que les anciens membres du pacte de Varsovie, les pays de l'Europe de l'Est, représentent un glacis protecteur entre les deux nouvelles puissances, l'Europe de l'Ouest et la nouvelle fédération de Russie. Or, il n'en a rien été. Les Américains n'ont pas respecté leurs promesses. Progressivement, les pays de l'Est ont rejoint l'OTAN, à commencer par les républiques baltes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les missiles des Américains et l'appareil militaire américain se retrouvent extrêmement près de la frontière avec la Fédération de Russie. D'où les problèmes que nous pouvons voir actuellement par rapport au statut de l'Ukraine. Mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Alors, un historien américain, Francis Fukuyama, a prédit la fin de l'histoire. En effet, le péril communiste étant terminé, il ne restait plus que les USA et la version libérale de la société et le capitalisme pour diriger le monde. Chaque pays allait progressivement accéder au bonheur capitalistique et se libérer du poids des querelles ancestrales, du poids des religions, et le monde allait devenir une seule entité néolibérale, gouvernée par un gentil gendarme, les États-Unis d'Amérique. Eh bien, pour finir, il n'en a rien été. Deuxième conséquence extrêmement néfaste. Il y avait un équilibre entre le modèle d'économie communiste et le modèle d'économie néolibérale capitaliste. À partir du moment où le communisme disparaît, il n'y a plus aucune pression face du capitalisme. Et le capitalisme reprend ses bonnes vieilles habitudes. Le Glass-Steagall Act est rompu. Banques d'investissement et banques de dépôt vont à nouveau fusionner. Les grands enfants du capitalisme américain et anglais et autres vont jouer avec les dépôts d'argent. Et on va aller vers la grosse catastrophe de la crise de 2008. Crise qui n'est pas encore terminée, je vous signale, vu les montagnes de dettes qui sont en train de s'accumuler au-dessus de nos têtes. Bref, alors oui, certainement, la chute du communisme est une excellente chose. Mais d'un autre côté, ce ne furent pas les lendemains qui chantent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous. Soutenez-moi, soutenez mes efforts. Parce que sachez que chaque vidéo représente énormément de travail. Soutenez-moi, parlez de moi. Abonnez-vous. En attendant, portez-vous bien, soyez prudents, gardez toujours l'espérance. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.